Tout le monde pensait que ce soir-là, dans l'enveloppe jaunie et usée que j'avais déposée au centre de la grande table de la salle de réception, se trouvait un chèque conséquent, un acte de propriété ou quelque fortune que l'aîné de la famille offrirait traditionnellement aux mariés, c'est-à-dire à mon propre frère. Mais personne ne savait que, dès que le rabat de cette enveloppe se soulèverait, non seulement le faux sourire d'Armand s'afficherait, mais aussi la vie luxueuse et mensongère qu'il s'était bâtie éclaterait comme un verre de cristal. Car à l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, seulement la facture la plus lourde, la plus impitoyable d'un passé qu'on ne peut pas racheter. Quand j'ai appris la date du mariage tant attendu de mon frère Armand, non pas de sa propre bouche, celle dont j'ai essuyé le nez, repassé le tablier d'école, et que j'ai bercé contre ma poitrine quand notre mère est morte, mais du petit épicier du quartier, Monsieur Dupont, qui m'a lâché l'information d'un air gêné, comme s'il me parlait de la météo. J'ai cru qu'un seau d'eau glacée venait de se renverser sur ma tête. Mais ce n'était pas de l'eau, c'étaient les mensonges de cette voix, qui pendant des années m'avait dit « ma sœur, ma mère, mon tout ». Pendant des jours, je suis resté devant le téléphone, espérant une erreur, un oubli, une explication. Je me suis dit « il est peut-être débordé, il a peut-être prévu de m'apporter lui-même la plus belle des invitations ». Car on n'imagine jamais qu'un frère pour qui on s'est privé de tout, nourriture, vêtements, sommeil, puisse un jour avoir honte des mains calleuses et du vieux manteau de la sœur qui l'a élevé. On dit que la chair et le sang sont inséparables, mais moi, j'avais donné ma propre chair pour éviter qu'il saigne. Quand il avait été admis à l'université dans la grande ville, il s'était jeté à mon cou en disant « Ma sœur, je pars, mais je ferai de toi une reine !» Et maintenant, ce jeune homme, autrefois si doux, devenu propriétaire de plusieurs entreprises, roulant en berline aux vitres teintées et entouré de parfums hors de prix, effaçait son passé, donc moi, comme un vieil objet embarrassant. Lorsque la fille de ma voisine, Madame Léonie, m'a montré sur son téléphone les photos de la soirée compte à rebours avant le mariage, dans la somptueuse demeure qu'Armand partageait avec sa fiancée Florence, là-bas sur les bords de la Seine, et que j'y ai lu la légende « Heureux avec notre famille de cœur ». J'ai compris que dans ce tableau parfait, immaculé et bourgeois qu'il voulait afficher, il n'y avait aucune place pour la sœur usée, fatiguée, sentant la naphtaline. Je n'étais plus une aînée. J'étais un secret honteux, à cacher si possible, à effacer si nécessaire. Et pourtant, je me suis encore raconté des histoires. Peut-être que l'invitation s'est perdue, peut-être qu'il a oublié dans le tourbillon du travail, peut-être qu'il viendra demain. Alors, à l'aube, j'ai ressorti de mon armoire le tailleur bleu marine que j'avais acheté 10 ans plus tôt pour le mariage d'une cousine de mon défunt mari, et que je gardais pour un grand jour. Mais en l'enfilant, je savais très bien que ce que je mettais sur mes épaules ce matin-là, ce n'était pas un vêtement, c'était ma fierté rapiécée, mon dernier rempart contre l'humiliation. Quand je suis arrivé devant l'imposant immeuble de verre et d'acier du quartier le plus chic de Paris, une tour qui semblait défier les nuages, j'ai tenté d'étouffer la petite femme provinciale en moi. « Leïla, m'ai-je dit, tu as vendu le livret de ton père pour qu'il puisse poser les fondations de cette entreprise. Tu as une part dans ces murs. » Mais dès que j'ai franchi la porte tournante, l'air glacé de la climatisation m'a frappé comme un verdict. Ce monde brillant qu'il s'était construit n'était pas fait pour m'accueillir. Il était conçu pour m'expulser, pour effacer son passé, pour effacer moi. La jeune réceptionniste, coiffée comme un mannequin, a levé les yeux de son ordinateur dernier cri quand j'ai dit « Je suis la sœur de Monsieur Armand ». Elle m'a regardé comme si j'avais raconté une blague absurde. Je me suis sentie minuscule,
étrangères, déplacées, ridiculement accrochées à mon cabas de marché. Des hommes en costume italien sont passés devant moi en riant, sans même remarquer ma présence. Je cherchais bêtement un parfum familier dans l'air. Pendant de longues heures, je suis resté sur le bord d'un fauteuil en cuir, sous les regards curieux qui semblaient dire « Qui est cette vieille dame ?» Puis la réceptionniste s'est approchée, mal à l'aise. « Monsieur Armand est en réunion très importante. Il ne peut pas descendre. Il vous rappellera plus tard si ce n'est pas urgent. » À cet instant, je l'ai su, je l'ai senti. Il n'était pas en réunion. De là-haut, depuis son bureau, il regardait les écrans de la sécurité. Il m'avait vu et il avait choisi de rester caché parce que sa sœur, la femme qui l'avait élevé, ne correspondait pas à son décor aseptisé. Et cette prise de conscience s'est plantée dans ma poitrine comme un couteau invisible. En quittant l'ambre de cette tour de verre, ce monument d'arrogance, pour me fondre dans le vacarme étouffant du trafic du soir, puis dans la cohue du bus bondé qui empestait la sueur et le gasoil, une seule pensée tournait dans ma tête. Pendant qu'Armand se prélassait dans son bureau climatisé, installé dans son fauteuil en cuir, se doutait-il seulement de ce que j'avais sacrifié pour qu'il en arrive là ? Ma jeunesse, mes rêves, même l'idée un jour de devenir mère, tout cela je l'avais enterré pour qu'il étudie. Et lui, du haut de sa tour, ne s'en souvenait même pas. Le bus avançait dans la ville inconnue, les lumières filaient derrière la vitre, et moi, je revoyais le petit Armand, celui qui enfant se blottissait contre moi dès que le tonnerre grondait, et qui murmurait « Avec toi, grande sœur, rien ne peut m'arriver. » Et moi, idiote, je lui avais répondu « Je ne t'abandonnerai jamais. » La vérité, c'est que ce n'était pas lui qu'on avait laissé derrière, c'était moi, jeté dans un coin sombre comme une vieille valise oubliée. Quand je suis arrivée dans notre quartier, sous la lueur fatiguée des réverbères, Monsieur Dupont, l'épicier, m'a arrêtée. Il tenait dans ses mains une enveloppe épaisse, luxueuse, frappée en lettres d'or « Armand et Florence ». Mais il n'osait même pas me regarder dans les yeux. Alors j'ai compris, cette invitation n'était pas pour moi, elle était destinée au gendre d'un cousin de mon défunt mari, quelqu'un qui travaillait comme livreur pour l'entreprise d'Armand. Moi, je n'étais qu'un vecteur, une simple messagère, un fantôme. L'enveloppe était si lourde qu'elle semblait peser 1 tonne dans ma main. Je l'ai ouverte sur la table de ma cuisine. Le papier était épais, texturé, parfumé, un objet de luxe. Mais le mot, en présence de nos invités d'honneur, je les ai lus lentement, syllabe par syllabe, et chaque mot me frappait comme une gifle. Dans ce mot d'honneur, il n'y avait aucune place pour mes mains rugueuses, pour mes vêtements démodés, pour mon affection trop simple. Armand ne voulait pas d'une sœur,
Il voulait un décor impeccable, un public élégant, des silhouettes parfaites qui ne gâcheraient pas sa photo de famille. Dans le tiroir de ma table, j'ai sorti les vieux papiers jaunis, la liste méticuleuse des petites sommes que j'avais envoyées quand il était étudiant, les dates où j'avais vendu une par une les bracelets hérités de notre mère, des anneaux d'or que j'avais défaits de mon poignet comme si l'on m'arrachait la peau. Tout cela uniquement pour qu'il ne manque de rien. Ces papiers n'étaient pas de simples chiffres, c'était mon mariage jamais célébré, mes vacances jamais prises, la maison que je n'avais jamais pu bâtir. C'était le prix de ma vie. Je me suis regardée longtemps dans le miroir, mes joues creuses, mes yeux pâles, les rides profondes autour de ma bouche. Elles n'étaient pas l'œuvre du temps, elles étaient l'œuvre d'Armand, de ses demandes incessantes, de ses promesses creuses. Encore un peu, grande sœur, je nous sortirai de là, et de ma fidélité aveugle. Sur ma table, 2 photos. Dans l'une, un garçon pauvre, pantalon rapiécé, regard effrayé. Dans l'autre, un chef d'entreprise sûr de lui, qui semblait dire « Le monde m'appartient ». Ce pont entre ces 2 images, c'était moi qui avais construit, avec ma sueur, avec ma tendresse, avec mes prières silencieuses. Et pourtant, dans son nouveau monde brillant, moi, l'architecte de sa vie, je ne valais même pas autant qu'un agent de sécurité qui l'accueillait à la porte. Alors, ce matin-là, quand la lumière pâle est entrée par la fenêtre, j'ai compris. Pleurer ne servait plus à rien. L'attendre non plus. S'humilier au téléphone encore moins. La seule langue qu'Armand comprenait désormais, c'était celle des contes. Alors j'ai pris un stylo. Et si je n'étais pas invitée comme sœur, j'irais comme créancière, pour réclamer ce qui ne s'inscrit dans aucun chèque, l'injustice, le dédain et la vie que j'avais brûlée pour lui. En étalant sur ma table ce papier quadrillé, comme si je tenais les comptes d'une vieille épicerie de quartier, j'y notais, ligne après ligne, chaque euro dépensé pour Armand, chaque bijou vendu, chaque pièce d'or fondue pour financer ses études. Et à mesure que le crayon râpait le papier d'un son sec et nerveux, je savais que mon but n'était pas de lui faire rembourser une quelconque dette. Non, ce que j'inscrivais là, sous ces chiffres froids, c'était ma jeunesse sacrifiée, mon droit à la maternité abandonnée, les milliers de nuits sans sommeil passées à le protéger. C'était une facture qu'il ne pourrait jamais régler, une dette morale, une brûlure noire que je voulais imprimer à jamais dans sa conscience. Quand j'ai sorti du vieux classeur poussiéreux la photocopie du titre de propriété du verger d'olivier que mon père m'avait laissé, celui qu'Armand m'avait supplié de vendre pour lancer sa première entreprise, en me jurant « Je te promets, grande sœur, tu vivras comme une reine », j'ai senti mes doigts trembler. Ce document n'était pas qu'un acte de propriété, c'était ma retraite, ma sécurité, mon avenir. Et si aujourd'hui, dans l'empire bâti avec cet argent, on ne me réservait même pas une chaise, alors il était de mon devoir de lui rappeler dans quel sang et quelles larmes ces fondations avaient été construites. J'ai glissé tous ces documents, preuve de sa richesse et de ma pauvreté, dans une simple enveloppe jaune, la moins chère de la papeterie du coin. Et en la refermant,
je sentis que je n'y enfermais pas seulement le passé poussiéreux, j'y scellais aussi ma dernière miette d'affection pour mon frère, ma foi en lui, et ce fragile espoir idiot qui murmurait encore « Peut-être qu'un jour il comprendra ». Sur l'enveloppe, je n'ai pas écrit « Monsieur Armand Dupont » ni « Président du conseil d'administration ». J'ai écrit seulement « A. Armand », tel qu'il était le jour où il est né, nu, sans titre, sans gloire. Je savais que lorsqu'elle tomberait au milieu du salon de réception luxueux, l'impact ferait bien plus de bruit que la chute d'un vase hors de prix, car la vérité, surtout dans un monde tapissé de mensonges, est toujours l'invitée la plus brutale et la plus impossible à ignorer. En marchant vers l'entrée du prestigieux domaine parisien où se déroulait le mariage, l'enveloppe serrée dans ma main rugueuse, mes chaussures usées claquaient faiblement sur le marbre brillant, et entre les robes scintillantes, les smokings parfaitement taillés, les parfums coûteux flottant dans l'air, je devais ressembler à une intruse sortie d'une autre époque. Chaque pas semblait déplacé, dérisoire. Mais je continuais, car cette marche n'était pas une marche vers une fête. C'était une marche vers la conscience verrouillée de mon frère. Devant moi, des femmes couvertes de diamants glissaient à l'intérieur avec la grâce mécanique de ceux qui se savent à leur place. Et je les regardais passer, tandis que dans ma tête, un souvenir revenait. Armand, enfant, honteux parce qu'il n'avait pas de pantalon propre pour sortir le matin de Noël. Et moi, agenouillé devant lui, lui disant « Redresse la tête, mon petit lion, tu vaux mieux que tout ça ». Et voilà que le destin avait inversé les rôles. Aujourd'hui, c'était moi qui devais garder la tête haute. Moi, la sœur reléguée, qui attendait devant les portes d'un monde où je n'étais plus la bienvenue. Le garde de sécurité, massif, une oreillette vissée au crâne, me scruta des pieds à la tête comme si mon vieux tailleur pouvait constituer une menace. Il parcourut lentement sa liste noire de noms prestigieux, puis leva vers moi un regard froid. « Votre nom n'apparaît pas, madame. Vous êtes sûrement au mauvais endroit. » La honte me monta au visage comme un raz-de-marée brûlant. Ce n'était pas une erreur qu'il constatait, c'était une exclusion. Derrière moi, les invités s'impatientaient, et le garde fit un geste pour me prier de m'éloigner, un geste agacé, presque de dédain. Alors, je me suis redressé. J'ai étouffé la femme brisée qui tremblait en moi, et j'ai dit d'une voix que je voulais stable : « Je ne suis pas invitée, mon garçon. Je suis la sœur du marié. » Quitter cet endroit la tête basse aurait été accepter d'être effacé. Mais ce soir, je n'étais pas venu pour accepter. J'étais venu pour rappeler mon existence, celle que mon frère s'efforçait d'enterrer. Au moment précis où j'entendis ce colosse détourner les yeux de moi et murmurer dans son talkie-walkie « On a un problème à l'entrée, une vieille dame prétend être la sœur du marié, que faisons-nous » Je crus que la honte allait m'engloutir tout entière. Mais à ma grande surprise, au lieu de m'effondrer, quelque chose de froid, de dur, presque métallique, se levant en moi. Être obligé d'obtenir l'autorisation d'un vigile pour entrer au mariage de mon propre frère, c'était la preuve la plus cinglante, la plus brutale de la valeur que j'avais aux yeux d'Armand, et aucune phrase ne l'aurait exprimé aussi clairement que cette scène, humiliant mon âme devant une porte close. La tension monta encore lorsqu'un homme tiré à 4 épingles, le sourire professionnel figé sur le visage, fendit la foule en marchant droit vers moi. Dès l'instant où je le vis, je compris que cet homme n'était pas là pour m'accueillir, mais pour me neutraliser avec élégance, comme on éloigne un insecte indésirable sans attirer l'attention. Il attrapa mon bras comme si j'étais en porcelaine, mais son étreinte était celle d'un étau, et il entraîna à l'écart, dans un coin sombre du parvis, loin des invités scintillants et des lustres de cristal.
Puis se penchant vers moi avec cette fausse douceur que l'on réserve aux fous et aux faibles, il souffla « Ma petite dame, monsieur Armand est extrêmement occupé. Nous avons des invités du protocole, vous comprenez? Laissez-moi vous appeler un taxi. Revenez un autre jour, d'accord ?» Sa voix était mielleuse, mais chaque syllabe était une gifle, et lorsqu'il glissa discrètement dans ma main quelques billets pour le taxi, comme si j'étais une mendiante venue réclamer l'aumône, j'ai senti quelque chose se briser. Mais ce n'était pas ma dignité, c'était ma patience. D'un geste sec, je retirai mon bras de son emprise, fouillai dans mon sac et sortis l'enveloppe jaune, comme on dégaine une arme. Je la plaquai contre sa chemise parfaitement repassée et articulai d'une voix qui fit geler son sourire. « Écoutez-moi bien, jeune homme, je ne suis pas venu quémander un taxi. Je suis venu remettre à mon frère la vérité qui démolira son petit monde de mensonges. Et vous allez lui donner cette enveloppe, maintenant. » La détermination dans ma voix fit s'éteindre son sourire comme une flamme sous la pluie. Il prit l'enveloppe du bout des doigts, avec le même dégoût qu'on aurait pour un insecte venimeux, incapable d'imaginer qu'il tenait entre ses mains le résumé de ma vie, de ma jeunesse sacrifiée, de mon amour piétiné. Puis il disparut à l'intérieur du salon, l'enveloppe reposant sur un plateau d'argent comme un verdict prêt à être servi. Il me croyait loin, renvoyé, humilié, effacé. Mais moi je m'étais glissé dans l'ombre humide du jardin de la villa sur Seine, tout près des murs vitrés regorgeant de lumière, et de là, telle une silhouette oubliée, je regardais ce petit théâtre clinquant tourner comme une boîte à musique merveilleuse, mais fausse. Parce qu'un coupable revient toujours sur les lieux du crime, et une créancière ne s'en va jamais avant paiement. Derrière la baie vitrée, j'aperçus Armand, un verre de champagne à la main, arborant le sourire d'homme puissant que je ne reconnaissais pas. Il racontait avec ses gestes sûrs et sa voix pleine d'orgueil l'histoire de son succès, entouré de convives qui lui tournaient autour comme des charognards parfumés. S'il parlait du verger de notre père, celui qu'il m'avait poussé à vendre, il n'en disait sûrement pas la vérité. S'il évoquait son premier bureau, il omettait sans doute de mentionner mes bijoux fondus pour payer son loyer. Mais ce que je vis surtout, c'est le moment où le directeur du salon fendit la foule, tenant mon enveloppe sur un plateau d'argent, comme un arrêt de mort royal. À mesure qu'il s'approchait d'Armand, le temps se mit à le ralentir pour moi. Je ne respirais plus, car je savais que cette enveloppe, simple, bon marché, banale, exploserait dans les mains de mon frère comme une bombe silencieuse et qu'elle anéantirait non seulement sa soirée, mais l'avenir qu'il s'était construit en reniant son passé. J'attendis l'impact comme un bourreau attend l'heure du verdict divin. Et lorsque l'enveloppe toucha enfin la paume d'Armand, mon propre cœur se tut. Lorsque je vis posé sur le plateau d'argent que portait le maître de salle ce modeste courrier jaune, perdu au milieu des flûtes de champagne et des amuse-bouches hors de prix, comme une tache indélébile, presque une stèle de honte, je compris que la vie prend parfois sa revanche avec les objets les plus simples. Car Armand avait passé des années à fuir tout ce que cette enveloppe représentait, la pauvreté, le quartier modeste de notre enfance, la simplicité qu'il jugeait vulgaire. Et voilà que ce passé, qu'il avait tenté d'effacer avec tant d'ardeur, revenait le cueillir, en plein cœur de son plus beau jour, porté non pas par un facteur, mais par un plateau brillant comme une sentence. Son rire éclatant, celui qu'il distribuait généreusement à ses invités comme une monnaie sociale, s'étrangla soudain lorsque ses yeux tombèrent sur l'écriture irrégulière, légèrement tremblée, qu'il connaissait depuis l'enfance, celle de sa sœur, celle qui lui avait appris à lire, celle dont les yeux brûlaient lorsqu'elle attendait ses lettres du service militaire. À cet instant précis, même derrière la vitre où je me tenais caché, je vis son visage se vider de son sang comme si une main invisible venait de se refermer sur sa gorge. Son cœur perdit un battement. Sa posture, habituée à dominer les réunions et les salons, se brisa d'un coup pour laisser place à une peur crue, nue, presque enfantine. Quand il tendit la main vers l'enveloppe,
Ce petit sursaut, cette hésitation infime me révéla une vérité que je soupçonnais depuis longtemps. Armand attendait ce moment depuis des années. Au fond de lui, il savait que le passé qu'il avait enterré vivant finirait par gratter la terre pour le rejoindre, qu'un jour ou l'autre, la sœur qu'il avait reléguée à l'oubli reviendrait réclamer sa place et sa vérité. Car nul ne grimpe assez haut pour échapper au poids d'un simple morceau de papier lorsque ce papier est chargé d'une trahison. N'osant pas ouvrir l'enveloppe devant tout le monde, il la glissa fébrilement dans la poche intérieure de sa veste, là, juste au-dessus de ce cœur qui s'était durci depuis bien trop longtemps. Puis, offrant à la foule un sourire faux, presque douloureux, il s'éclipsa à pas rapides, comme si chaque regard le brûlait. Je le suivis du regard à travers la baie vitrée, tandis qu'il fuyait les lumières, la musique, les félicitations factices et les regards admiratifs. Je le vis s'enfoncer dans les couloirs avant de disparaître derrière la porte du salon d'eau, ce petit sanctuaire de marbre froid et de robinets dorés où les riches réparent en secret leurs apparences. Là, face au miroir, le reflet qui lui rendit son regard n'avait plus rien du grand patron applaudi quelques minutes plus tôt. Il ressemblait davantage à ce garçon timide qui, autrefois, n'osait même pas demander au boulanger de lui faire crédit. Le claquement sec du verrou se répercutant dans les murs résonna en lui comme un coup de massue. Lorsqu'il sortit enfin l'enveloppe de sa poche du bout des doigts, comme si elle l'avait brûlé, ses mains commencèrent à trembler. Il déchira le papier avec la nervosité d'un coupable, et le son de ce papier qui se rompt résonna plus fort dans son esprit que l'orchestre entier retentissant dans la salle de bal. Et quand les documents tombèrent devant lui, les vieux relevés bancaires, l'acte de vente de notre verger et surtout ce petit papier jauni où j'avais noté de ma main tremblante la date et le poids des 3 bracelets que j'avais vendus pour payer son inscription à l'université, je sus que la vérité venait de s'abattre sur lui comme une pierre froide. Il comprit soudain que ces bijoux n'étaient pas faits d'or, mais de mes espoirs, de mes renoncements et du sacrifice silencieux de ma vie de femme. Il éclaboussa son visage d'eau glacée encore et encore, comme s'il espérait laver la tache de son ingratitude. Mais la culpabilité, cette suie tenace, ne part pas au robinet. Et finalement, épuisé, il s'effondra contre le marbre, incapable d'affronter son propre reflet. Moi, dehors, transi dans l'ombre humide du jardin, je savais que rien, ni les serviettes de luxe, ni la musique, ni la richesse ne pourraient lui rendre l'innocence qu'il venait de perdre. Et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui étais la plus seule des deux. Lorsqu'il sortit des toilettes, les épaules affaissées, le visage livide comme s'il revenait d'une potence, et dans son regard cette ombre de terreur que je ne lui avais jamais connue, je compris immédiatement que ce n'était plus le même homme qui avait franchi la porte une minute plus tôt. À son bras glissa alors Nadège, sa femme, impeccable jusque dans le moindre trait de maquillage, mais dont le regard trahissait une irritation glacée. Non qu'à pour ce que vivait Armand, mais parce que le déroulement parfait de la cérémonie venait d'être perturbé. Elle ne devinait rien de l'ouragan qui venait de se déclencher dans la poitrine de son mari. Elle craignait seulement que les invités s'en aperçoivent. Tandis qu'elle le tirait vers la scène, au milieu des applaudissements et des flashs crépitants, je vis très nettement que si son corps se laissait guider, son esprit n'était plus dans cette salle. Ses yeux fouillaient la foule, glissaient derrière les colonnes, rampaient dans chaque coin d'ombre. Il cherchait désespérément un visage, celui de sa sœur, qu'il avait ignoré quelques heures plus tôt, celle qu'il avait fait repousser du seuil comme une intruse. Il voulait vérifier si le cauchemar était réel. Il voulait peut-être demander pardon, mais je n'étais plus là. De mon refuge humide,
Derrière la baie vitrée du jardin, j'observais sa panique silencieuse s'emparer des lieux comme une ombre plus grande que ma propre présence. Mon absence pesait sur le salon comme un manteau noir. Quand vint le moment de découper le gâteau, un édifice de crème presque aussi haut que moi, je vis sa main droite trembler. Mais plus encore, je remarquai sa main gauche. Elle se posa instinctivement sur la poche intérieure de sa veste, là où il avait caché l'enveloppe jaune. Il appuyait dessus comme si ce simple papier brûlait sa peau à travers le tissu. Je compris alors que chaque bouchée de ce gâteau lui resterait en travers de la gorge, que le vin le plus cher aurait ce soir le goût amer de la vérité. Je ne restais pas pour assister au reste de la scène. Je quittais mon coin de jardin, me glissais dans la nuit fraîche et laissais derrière moi ce palais éphémère, éclairé comme une tour d'ivoire prête à s'effondrer. Sur le chemin du retour, longeant la promenade battue par le vent salé, je sentis mes pas s'alléger. Pendant des années, j'avais porté en moi la question brûlante. Armand m'aime-t-il encore? Se souvient-il de moi? Comprendra-t-il un jour ma valeur? Ces doutes avaient été des pierres attachées à mes talons. Mais cette nuit, j'avais enfin déposé ce fardeau dans la poche même où reposait désormais mon enveloppe, juste au-dessus du cœur aveugle qui m'avait oublié. Et tandis que la brise fraîche emplissait mes poumons, une sensation nouvelle me traversa. Le goût tranchant et pur de la liberté. Lorsque j'atteignis ma rue, cette petite rue étroite, irrégulière, à peine éclairée par les lampadaires fatigués, le vieux chien du quartier accourut vers moi, remuant la queue avec une joie simple et sincère. Dans ses yeux humides et loyaux, je trouvais une chaleur que je n'avais vue nulle part dans cette salle pleine de diamants et de sourires glacés. Je caressai sa tête et en murmurant une prière, je compris encore une fois que la vraie richesse n'habite pas les marbres ni les lustres, mais les êtres capables d'aimer sans condition. De retour chez moi, l'odeur familière de savon et d'humidité me serra le cœur d'une douceur étrange. J'ôtai lentement mon tailleur bleu nuit, celui que j'avais soigneusement conservé pendant des années pour un jour spécial. Je le suspendis dans le placard, au fond, bien au fond. Ce n'était plus pour moi un vêtement de fête. C'était désormais l'uniforme de la veille où j'avais vu enfin le visage réel de mon frère. Je m'allongeai ensuite sur mon oreiller raide, observant les fissures anciennes du plafond. Je savais qu'à cet instant Armand, dans son lit de plumes, se retournait sans cesse, étranglé par le poids de cette enveloppe. Son matelas à 1 000 € lui semblerait rugueux comme un lit de clous. Cette pensée m'apporta une paix profonde, non pas par vengeance, mais par justice. Et pour la première fois depuis très très longtemps, je m'endormis d'un sommeil entier, calme et sans crainte, le sommeil de quelqu'un qui a la conscience propre et le cœur délivré. Aux premières lueurs de l'aube, lorsque la lumière pâle et immaculée filtra par la fenêtre de ma cuisine et vint caresser les feuilles flétries de mes géraniums, épuisés par des années de chagrin, je compris que l'ancienne Léa, celle qui se jetait sur le téléphone au réveil dans l'espoir d'un signe de son frère, était morte la veille, dans le jardin luxueux de cette villa au bord de la Seine. La femme qui se tenait debout ce matin-là, la tasse de thé encore tiède entre les doigts, n'attendait plus aucune grâce. Elle avait appris à panser seule ses plaies et avait renvoyé, dans une enveloppe jaunie, tout le poids de l'ingratitude qu'on lui avait fait porter. À l'autre bout de la table, l'écran de mon portable clignotait comme une conscience étouffée. Mon frère s'affichait encore et encore. J'entendais les vibrations obstinées, mais je ne tendis même pas la main pour décrocher.
car je savais que la voix au bout du fil n'était pas celle d'un frère repentant. Non, c'était celle d'un homme acculé, d'un marchand pris au piège de ses propres mensonges, d'un époux paniqué par l'effondrement soudain de son empire de faux-semblants, un homme qui voulait négocier. Et moi, je n'avais plus rien à négocier. Quand ma voisine Nadine entra sans frapper, un plat de chaussons chauds à la main, et me lança d'un ton curieux. « Alors, Léa, raconte-moi, ce mariage de grande bourgeoisie, la mariée portait quoi? Tu étais à la table d'honneur, j'imagine. » Je ne cherchais pas à préserver une fierté de pacotille. Au lieu de mentir, je plongeai mon regard dans le sien et répondis d'une voix calme, solide. Le mariage était si lumineux, Nadine, tellement lumineux que, dans tout cet éclat, nous, le passé, les vérités, avions disparu. C'est pour cela que je suis rentrée tôt, pour retrouver ma propre obscurité, mon propre calme. Ma sincérité la réduisit au silence. Une fois seule, je finis par prendre ce téléphone vibrant d'insistance. Sur l'écran, une colonne infinie d'appels manqués, des messages affolés. Je posai mon pouce dessus et sans la moindre hésitation, comme on efface une souillure, j'appuyai sur « Supprimer ». Ce n'était pas un geste anodin. Je supprimais la voix qui m'avait épuisé, les demandes sans fin et chaque déception qui m'avait broyé le cœur. Lorsque la tonalité finale retentit, brève et nette, j'ai eu l'impression qu'un sceau venait d'être apposé sur mon âme. Peu après, tandis que l'appel à la prière du midi s'éteignait au loin comme une vague de paix, je vis par la fenêtre une longue berline noire, gigantesque et incongrue dans notre ruelle étroite, avancer lentement entre les nids de poules. Ce monstre de métal ne venait certainement pas m'emmener en promenade. Il portait un autre message. L'homme à l'intérieur venait chercher une absolution. Lorsque le chauffeur ouvrit la portière arrière, Armand en sortit. Non pas avec l'allure triomphante du grand entrepreneur qu'il prétendait être, mais comme un survivant tiré des décombres. Sa cravate était desserrée, son costume froissé. Et dans sa main tremblante, il serrait l'enveloppe jaune comme un nageur agrippé à une bouée. Je savais bien que sa détresse, mise en regard de ma propre misère passée, ne pesait pas lourd. Et pourtant, voir sa tête, autrefois si haute, penchée devant la porte écaillée de mon immeuble, raviva en moi une braise éteinte depuis longtemps, celle d'une justice enfin rendue. À travers le hitan, j'entendis sa voix éraillée. « Léa, ouvre, je t'en supplie, c'est un malentendu. » À chaque fois que ma main se dirigeait vers le verrou froid, une image surgissait. Celle du vigile de l'hôtel de luxe me repoussant comme une mendiante, ou celle d'Armand riant en tranchant le gâteau tandis que je grelottais dehors. Alors je retirai ma main et m'adossai à la porte. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la survie, car ouvrir à cet instant aurait été me trahir moi-même. Quand, à bout de souffle, il glissa l'enveloppe sous la porte, comme si ce papier pouvait colmater l'abîme qu'il avait creusé entre nous, il murmura « Je te jure, Léa, je rembourserai tout, même le double. Mais je t'en prie, garde le silence. Nadège ne doit jamais savoir. » Alors je compris. Ce n'étaient ni mes larmes, ni mon cœur brisé, ni mes années sacrifiées qui l'angoissaient. Non, il tremblait pour sa réputation, pour sa femme, pour son nom.
De la pointe du pied, je repoussai l'enveloppe vers l'extérieur. Qu'elle retourne à sa place, du côté où règne son ombre, pas la mienne. Dans ce geste simple, silencieux, froid mais juste, je récupérais enfin ce qu'il m'avait volé, ma dignité. Quand Armand, vaincu par le silence digne que je lui opposais, s'effondra devant ma porte dans l'attente d'un câlin de grande sœur qu'il ne trouverait pas, j'écoutais ses pas lourds, traînants, redescendre les marches. Et dans ce bruit d'abdication, une vérité brutale me frappa. Ce magnat arrogant qui m'avait écrasé, méprisé, ignoré des années durant, n'était en réalité qu'un petit garçon terrorisé, quémandant l'approbation de sa sœur. Et en ne lui ouvrant pas, je venais de lui donner la plus grande, la plus sévère, la plus nécessaire leçon de sa vie. Quand sa berline noire, autrefois symbole de puissance, disparut au bout de la rue dans un nuage d'échappement, j'eus l'impression qu'elle emportait avec elle toutes mes déceptions, toutes mes attentes gâchées, toutes mes années de sacrifice. Je tirai d'un geste sec les rideaux lourds, presque jusqu'à les arracher. Je voulais que mon propre crépuscule intérieur, discret et apaisant, remplisse la pièce, et non plus cette lumière artificielle, mensongère, dans laquelle Armand avait tenté de me noyer toute ma vie. Je voulais aussi que son ombre, même son souvenir, cesse enfin de hanter ma maison. Dans le salon, je fixais les cadres argentés que j'avais, des années durant, dépoussiérés comme des reliques sacrées. Les photos d'Armand, de son enfance candide, à sa métamorphose en homme d'affaires imbu de lui-même. Et soudain, la révélation me coupa le souffle. Ce n'était pas moi qui vivais dans cette maison, c'étaient ses souvenirs. Et moi, je n'étais que la gardienne docile d'un musée consacré à quelqu'un qui avait cessé de me voir depuis longtemps. Alors je pris ces cadres un à un, sans trembler, non pas comme on range les affaires d'un mort, mais comme on vide un appartement abandonné par un locataire ingrat. Chaque photo tombant dans le carton était un pavé retiré de mes épaules. Chaque espace vide sur le mur ouvrait une étagère où je pouvais, enfin, ranger ma propre existence. Et dans ce vide neuf, dans cette respiration lente et profonde, je sentais mes poumons se remplir d'une vie qui m'appartenait enfin. Quand je sortis faire mes courses au petit marché du quartier, j'entendais déjà les chuchotements derrière moi. « Tu sais, hier, une grosse voiture noire s'est arrêtée devant chez elle et elle ne l'a même pas reçue. Quelle femme !» Autrefois, j'aurais baissé les yeux, honteuse, prête à disparaître. Mais cette fois, je redressais la tête avec la dignité d'une reine. Ces murmures n'étaient plus des piques, c'étaient des médailles d'honneur accrochées à mon passé meurtri. Pendant des années, pour économiser jusqu'au dernier centime, j'avais toujours choisi les fruits abîmés au fond des étals, pensant d'abord à Armand, à ses études, puis à ses projets. Mais ce matin-là, sous le regard stupéfait du maraîcher, ma main se tendit vers les plus belles pommes rouges, brillantes comme du verre. Ce n'était pas qu'un fruit, c'était ma première bouchée de liberté, le droit de dire « moi aussi, j'existe ». Je m'assis sur un banc du parc, face à un immense panneau publicitaire du groupe d'Armand, ces affiches prétentieuses qui promettaient grandeur, prestige et succès. Puis je mordis dans ma pomme, juteuse, croquante, délicieuse, et son goût balaya de ma gorge les années de larmes amères que j'avais avalées dans le silence. Je compris alors qu'aucune fortune, aucun empire, aucune société anonyme ne pouvait offrir ce que procure une bouchée gagnée par soi-même, sans dette, sans humiliation, sans mendier. Quand le vent poussa un journal à mes pieds,
Mon regard accrocha malgré moi un titre en rouge. Vent glacé au mariage de la haute société. Je devinais le poison des détails, mais je ne voulus pas souiller ma paix retrouvée. Je repoussai la feuille du bout du pied et murmurai « Tu as semé ce vent, Armand, maintenant moissonne ta tempête. » Puis je levai le visage vers le soleil, mon lendemain, mon avenir doux et silencieux. Quand j'ouvris la porte, sans même jeter un œil au Judas, comme si j'attendais une visite familière, je ne me retrouvais pas face à mon frère, les yeux gonflés de larmes et l'âme en lambeaux, mais devant son avocat. Costume gris, visage fermé comme un mur de tribunal, venu nettoyer la saleté morale de son client avec des billets de banque. À cet instant, je compris que la lâcheté d'Armand n'était pas propre à la nuit de son mariage, c'était devenu sa manière d'exister. Il déléguait la moindre épreuve, la moindre conséquence à un autre, comme un enfant gâté, devenu un homme minuscule. L'homme sortit de sa sacoche en cuir un chèque gonflé de zéros et un dossier épais contenant visiblement des titres de propriété. D'une voix mécanique, il dit « Monsieur Armand est profondément désolé. Il souhaite assurer l'avenir de sa sœur et réparer son erreur. » Une brûlure me traversa la poitrine. Mon propre frère, celui pour qui j'avais tout sacrifié, considérer mon honneur brisé, mon orgueil piétiné, mes années de labeur comme de simples fluctuations boursières qu'on compense avec un peu plus d'argent. Il pensait vraiment pouvoir gérer la crise en imprimant des billets. Lorsque l'avocat réalisa que je n'étais pas la petite vieille docile qu'il s'attendait à voir fondre devant l'argent, que mes yeux contenaient une dureté qu'aucune somme ne pouvait acheter, je vis son assurance fondre comme du beurre chaud. À travers mon silence, je lui disais « Ce monde croit au pouvoir de l'argent, mais rien n'est plus puissant qu'une femme qui n'a plus rien à perdre et qui a appris à dire non. » Quand il tenta dans un dernier souffle « Mais enfin, Madame Léa, refuser cela serait insensé, votre vie en serait transformée. » Je refermai la porte sur son visage d'un claquement sec, comme on cloue un cercueil. Derrière cette porte, ce que je laissais, ce n'était pas une fortune, c'était le droit d'Armand de me traiter comme un objet, de me faire taire, de m'acheter. À partir de cet instant, ma vie n'appartiendrait plus à son argent sale, mais à ma propre dignité. Les voisins qui, pendant des années, avaient murmuré « La pauvre, son frère vit dans les palais et elle survit ici », se redressèrent en me voyant passer. Certains ajustèrent même leur veste en guise de salut. Ils avaient compris, comme moi, que la vraie richesse ne se mesure pas en compte bancaire, mais dans la colonne vertébrale d'un être humain. Le soir, devant ma vieille télévision à tube cathodique, j'observais les informations. L'image d'Armand, jadis si sûre de lui, si lisse, si inatteignable, avait disparu. À sa place, un homme trempé de sueur, jetant des regards nerveux autour de lui, comme s'il cherchait à fuir l'écran. Ses entreprises étaient en pleine inspection fiscale, son empire craquait de toutes parts. Je sirotais mon thé sans triomphe, juste avec la tranquillité de celle qui sait. Ce n'est pas la crise économique qui l'a détruit.
c'est mon silence. C'est la vérité. C'est ce que contenait l'enveloppe jaune. Des années plus tôt, j'avais donné à Armand tout ce que j'avais, mon salaire, mes bijoux, mes forces. Et il ne m'avait rendu que de l'ingratitude. Mais aujourd'hui, quand je vis la petite Élise, la fille du voisin, les yeux brillants d'envie d'apprendre, mais les poches vides, je lui tendis de quoi acheter ses livres, sans reçu ni promesse. Car j'avais compris que la vraie famille n'est pas le sang, mais la loyauté, et qu'une graine plantée dans une terre reconnaissante finit toujours par fleurir. À l'autre bout de la ville, je pouvais presque sentir, sans même voir, les cris étouffés derrière les murs du pavillon chic qui surplombe la Seine. La lumière ne s'éteignait jamais, les disputes non plus. Je savais que Solène exigeait des comptes, que les mensonges d'Armand se retournaient tous contre lui, que son château de verre s'effritait sous ses yeux. Pendant ce temps, dans ma petite maison tranquille, seule sous la lueur pâle des étoiles, je savourais un silence qu'aucune fortune n'aurait pu m'offrir. Et ainsi, je constatais une vérité que le destin finit toujours par enseigner. Tout se pèse, tout se paye, tout se rééquilibre, tôt ou tard, mais toujours. Alors que les traces de pneus de la voiture noire d'Armand n'avaient même pas disparu de la poussière de ma rue, je vis sa femme, Nadège, celle qui l'avait tenue par le bras le soir du mariage, glissant parmi les invités comme une princesse de conte, avancer tant bien que mal dans notre quartier au volant d'un coupé blanc immaculé qui s'enfonçait dans chaque nid de poule comme dans un piège. Je compris immédiatement. Armand n'avait pas eu le courage de lui parler du contenu de l'enveloppe jaune. Mais l'intuition féminine, cette boussole infaillible, avait déjà guidé Nadège jusqu'à ma porte, là où se trouvait la vérité qu'il tentait de lui cacher. Chaque fois que ses talons hors de prix s'enfonçaient dans la boue ancienne de notre trottoir, son visage se contractait de dégoût. Elle monta difficilement les marches, un mouchoir parfumé pressé contre son nez comme un bouclier contre l'odeur de ma vie. Je l'attendis sur le seuil, sans défense, sans justification, simplement telle que j'étais. Car je savais qu'elle n'était pas venue pour m'accuser, mais pour constater de ses propres yeux l'effondrement du mensonge que son mari lui avait servi, celui d'une famille noble, d'un passé irreprochable, alors que ses murs humides en racontaient une toute autre version. Lorsqu'elle se retrouva au milieu de mon salon et découvrit avec horreur les fissures sur les murs, le tapis rapiécé, les traces poussiéreuses laissées par les cadres décrochés la veille, je vis son regard changer. Son arrogance se dissipa lentement, remplacée par une douleur silencieuse, le choc d'une femme trompée dans tout ce qui fonde sa vie. Quand, la voix tremblante, elle murmura « Il m'a menti. Surtout, n'est-ce pas? Son nom, son passé,
la source de sa fortune, tout. Je ne répondis ni oui pour l'achever, ni non pour protéger Armand. Je me contentai de la regarder profondément dans les yeux, et mon silence fit plus de bruit qu'aucun aveu. Elle comprit. Et sans un mot de plus, écrasée par le poids de cette vérité, elle s'enfuit de chez moi. Le lendemain matin, en buvant mon thé, mes yeux croisèrent l'écran de la télévision. La photo d'Armand et celle de Nadège défilaient côte à côte, surmontées d'un bandeau rouge brutal. Le conte de fées est terminé. Son père, puissant investisseur derrière Armand, retirait son soutien d'un seul geste. L'empire d'Armand, bâti sur des fondations pourries, commençait à s'écrouler comme un immeuble fissuré au premier tremblement. Au cœur de la nuit, dans le silence total, je distinguais depuis ma fenêtre la silhouette d'une voiture garée sans phare au bout de la rue, tapie dans l'obscurité comme un animal blessé. Je n'eus aucun mal à deviner qui s'y trouvait. Armand, ruiné, seul, trop honteux pour frapper à ma porte, trop désespéré pour rentrer chez lui. Il aurait voulu, je le savais, se blottir non pas dans un fauteuil en cuir comme autrefois, mais dans la chaleur simple de notre ancienne chambre, où nous faisions griller des châtaignes les soirs d'hiver. Mais son orgueil, sa honte, ce qu'il restait de fierté, l'empêchait d'ouvrir cette portière. Je le vis souffler de la buée sur la vitre, et dans cette buée, je devinais son désarroi. Pendant qu'il cherchait l'oubli au fond d'une bouteille, je remuais doucement dans ma casserole la soupe au pain et au thym, la recette que ma mère m'avait apprise. Et la maison s'emplit d'un parfum de foyer, de douceur, de réconfort. À cet instant, je compris une vérité simple et immense. La richesse, la vraie, c'est de s'endormir la conscience tranquille et de savoir qu'une simple soupe chaude peut tenir debout tout un monde. Même si on m'avait offert toutes les fortunes d'Armand, je n'aurais échangé ce moment pour rien au monde. À l'aube, en sortant, je trouvais sur le trottoir les traces de son passage, quelques mégots, une bouteille vide. Je balayais tout cela comme on balaie les restes de quelqu'un qui ne ferait plus partie de la maison. Armand ne revenait plus comme un proche. Il passait désormais comme un visiteur anonyme, un étranger égaré. Un homme dont la silhouette traversait ma vie sans plus y avoir de place. Je ramassais les débris, les jetais dans la poubelle, et tandis que le vent matinal caressait mon visage, je murmurais « Ici, ce qui demeure, ce n'est pas celui qui revient en ruine, mais celle qui balaie chaque matin, avec la même patience et le même courage. » Dans le coin enfumé du petit bistrot du quartier, les doigts serrés autour du verre brûlant, je regardais l'écran de télévision. La gigantesque enseigne lumineuse portant le nom d'Armand, autrefois hissée comme une couronne, descendait lentement, telle une dépouille qu'on ramène sous terre. À chaque grincement métallique, à chaque lettre arrachée, j'entendais non seulement la chute d'une entreprise, mais l'effondrement d'une tour bâtie sur mes larmes, sur l'héritage vendu de notre père et sur des mensonges utilisés comme mortier. Une chute aussi inévitable que la gravité. Quand je sortis et vis Armand quitter l'immeuble, jadis imposant, symbole de respect et de crainte,
Il ne tenait plus qu'un minuscule carton de ses affaires personnelles, épaules affaissées, cheveux parsemés de gris, visage marqué par une défaite lourde comme du plomb. Je compris, même à distance, ce carton contenait les ruines d'une vie d'ambition bâtie sur des terres vendues, des cœurs brisés et sur la sœur qu'il avait sacrifiée. De retour dans ma modeste maison, je m'assis sur mon vieux fauteuil en velours, longtemps objet de honte. En passant ma main sur le tissu usé, je réalisais avec clarté ce fauteuil, ce tapis, ce foyer, peut-être jamais à la une des magazines, mais au moins il n'était pas bâti sur la douleur de quelqu'un, ni sur des promesses trahies. Pour cela, il valait 1000 fois les meubles de luxe qu'Armand venait de perdre. Debout devant la fenêtre, je regardais les enfants courir dans la rue. Un petit garçon trébucha, le genou en sang. Une fillette abandonna aussitôt son jeu. « Ne t'inquiète pas, je suis là !» Des larmes coulèrent, non pour Armand, mais parce que la véritable faillite avait eu lieu bien plus tôt. Le jour où notre innocence, notre confiance mutuelle avaient été broyées dans les rouages glacés de l'argent. Ce soir-là, sous un ciel lourd de pluie et à la lueur vacillante du lampadaire, je vis Armand revenir, tenant sa seule valise, misérable. Lui qui jadis ne pouvait entrer dans ses ruelles avec sa berline noire, avançait maintenant, manteau trempé, chaussures boueuses, épaules écrasées par la honte. Quand j'ouvris la porte, il murmura sans oser me regarder « Je n'ai plus nulle part où aller ». Je ne refermai pas la porte au nez de mon frère. La cruauté n'a jamais été dans ma nature. Mais je ne l'entourais pas de mes bras non plus. Je m'écartais comme pour un étranger en quête d'abri. L'homme qui franchissait mon seuil n'était plus mon petit frère, mais un voyageur brisé, remis à sa place par la vie. Il retira son manteau trempé et s'assit au bord du vieux fauteuil qu'il méprisait autrefois, celui qu'il disait sentir le vieux. Je posai devant lui un bol de soupe chaude. La vapeur lui embua les yeux. Gratitude et honte s'y mêlaient, et cela me traversa le cœur comme une lame tiède. Mon instinct de grande sœur vibra, mais je refusais de le laisser me gouverner. La bonté n'est pas l'oubli. Il mangeait, tête basse, ses larmes se mêlaient à la soupe. Quant à moi, je restais près de la fenêtre, fixant la rue sombre, sans un mot de réconfort, sans un « ce n'est rien » mensonger. Car ces larmes, aussi lourdes soient-elles, ne seraient qu'une goutte dans l'océan de sel que j'avais versé pour lui. Certaines blessures, pas les miennes, mais les siennes, ne guérissent qu'en avalant jusqu'à la dernière goutte le remède amer du regret. Aux premières heures silencieuses et fraîches du matin, en voyant cet homme qui autrefois dormait dans des lits où seuls les rois auraient eu leur place, maintenant recroquevillé sur mon vieux canapé affaissé, enfoui sous une couverture mitée, incapable de trouver la paix même dans son sommeil,
luttant contre des cauchemars qui semblaient vouloir lui déchirer la poitrine, je ne ressentis ni haine, ni même les restes de cette ancienne tendresse fraternelle. Je compris seulement que l'image du frère que j'avais porté contre mon cœur pendant tant d'années n'était qu'un héros de conte que j'avais fabriqué pour survivre et que la réalité, c'était cet étranger brisé, ruiné de l'âme, étendu devant moi. Pendant des années, Armand avait rempli son ventre au buffet des hôtels de luxe où le superflu était la norme. Le voir maintenant tendre la main vers 3 olives et un morceau de pain rassis, comme s'il s'agissait d'un trésor rare, me murmurer « Merci Léa », les yeux noyés de honte. Cela me rappela que la véritable abondance vient du travail et de l'honnêteté. Mais je savais aussi que ces bouchées avalées avec gêne ne rachèteraient jamais ce qui était brisé. Une confiance fracassée ne retrouve jamais son goût d'origine, pas même autour des plus généreux stables. Lorsque son regard se fixa sur le mur où autrefois j'exposais avec fierté les photos de lui, de son enfance, de sa jeunesse, de sa montée vers le sommet, je sentis en lui un frisson, car il voyait dans ces rectangles vides et ces traces poussiéreuses non seulement l'absence de ces images, mais aussi l'arrachement de la place qu'il occupait dans mon cœur, l'effacement d'un amour qu'il croyait inébranlable, l'écho des années que je lui avais sacrifiées. Ce vide-là, glacé et irréversible, le terrifiait plus que sa propre ruine. Quand, dans une tentative maladroite de se rendre utile, il se leva pour allumer ma vieille poêle à charbon, celle qu'il n'avait jamais daigné toucher, et que je lui retirai doucement mais fermement la pince noire des mains, mon regard lui dit clairement « J'ai affronté seul le froid, la solitude et le poids de cette maison pendant des années. Le feu que tu veux allumer aujourd'hui réchauffera peut-être ta conscience, mais il ne fera pas fondre les montagnes de glace que ta trahison a laissées en moi. » Et dans ses yeux, j'ai vu qu'il comprenait enfin. Il n'était plus ici un soutien, ni même un frère, mais seulement une ombre tolérée dans ma vie. Lui qui dominait jadis la ville du haut de ses tours vitrées, lui dont une seule décision faisait trembler des centaines de vies, le voir maintenant sur mon minuscule balcon, une vieille veste sur les épaules, arroser timidement mes géraniums fatigués, les mains tremblantes comme s'il tenait la dernière chose solide à laquelle se raccrocher, était d'une ironie si profonde qu'elle en devenait presque douloureuse. La vie lui avait donné la pire des leçons. On peut tout perdre d'un coup, mais le plus cruel est de découvrir trop tard la valeur de ce que l'on méprisait hier. Plus tard, tenant son verre à 2 mains pour ne pas le laisser tomber, il tenta de raviver entre nous les souvenirs de l'enfance, les promenades près du ruisseau, les cerfs-volants maladroits, les après-midi d'été. Mais ses sourires forcés et ses « Tu te souviens, Léa ?» glissaient sur moi comme la pluie sur une vitre froide. Ces souvenirs avaient été profanés la nuit où il m'avait laissé derrière les portes de sa réception, sous les rires et les lumières qui m'excluaient. Cette nuit-là, quelque chose était mort et aucun récit attendri ne le ressusciterait. Quand la voix cassée du ferrailleur résonna dans la rue, ce même bruit qu'Armand détestait autrefois, au point d'enfermer les fenêtres, je l'ai vu baisser la tête, presque vaincu. Il semblait reconnaître dans ce cri rauque un écho de son propre destin, le fracas d'une vie mise à rebours. Et lorsque la nuit bleutée tomba sur le balcon et que je ramassai les verres vides, il fit un geste timide comme pour m'aider, mais je lui adressai un regard calme, ferme, qui disait « Reste assis, les rôles ne sont plus ce qu'ils étaient. » Car désormais, dans cette maison comme dans ma vie, il n'était plus le petit frère que je protégeais, ni l'homme puissant qu'il voulait être. Il n'était qu'un invité de la compassion,
un pensionnaire de mon ombre, un homme qui vivrait longtemps avec ce bardeau, savoir que la porte la plus lourde qu'il avait refermée n'était pas celle de son empire écroulé, mais celle de mon cœur. Je ne célèbre pas la chute de mon frère. Je respire douloureusement la coupe que je dois faire de mes propres mains sur la liane toxique de l'ingratitude. Une liane qui, en se rompant, lacère autant celle qui la coupe que celui qu'elle étranglait. Ce que j'ai glissé dans l'enveloppe jaune destinée à Armand n'était pas un acte de vengeance, ni un abandon. C'était une bouée de sauvetage brutale, un objet lancé de toutes mes forces pour l'extirper de l'océan de mensonges où il se noyait, pour le rejeter sur la seule rive où il pouvait encore respirer, la rive pierreuse, dure, mais authentique de sa conscience. Maintenant, en le regardant dormir dans la chambre d'à côté, lui qui ne rêve plus de fortune perdue, mais goûte peut-être pour la première fois à un sommeil profond et paisible, je sais qu'un vase brisé, même recollé avec soin, ne retiendra plus jamais l'eau comme avant, et que le lien que nous appelions autrefois fraternité est devenu un tissu rapiécé, fragile, prêt à céder à la moindre tension. Pourtant, je préfère le savoir là, sur mon vieux canapé, non pas comme le personnage éclatant des lumières mensongères, mais comme un être humain véritable, blessé, bancal, sincère. C'est, je crois, le dénouement le plus juste que le destin pouvait m'offrir. Et vous, qui lisez cette histoire, si vous gaspillez votre vie pour des gens qui ne vous voient pas, si vos sacrifices servent de piédestal à l'orgueil d'autrui, si vos larmes deviennent le divertissement silencieux des autres, n'ayez jamais peur de préparer votre propre enveloppe jaune, votre propre nom, et de la leur jeter au visage comme une gifle salutaire. La vraie richesse ne se trouve ni dans la marque d'une voiture, ni dans l'éclat d'une table somptueuse. Elle se révèle le soir, quand vous posez la tête sur l'oreiller et que vous pouvez regarder dans les yeux ceux qui vous aiment sans baisser les vôtres, sans honte, sans mensonge, avec une dignité inestimable. N'oubliez jamais, toute ascension a sa chute, toute ingratitude a son prix, et toute patience a une fin. Je m'appelle Léa. J'ai appris à mon frère qu'il existe une porte à laquelle même les plus riches ne peuvent frapper, celle du cœur. Et aujourd'hui, la clé de cette porte, seuls ceux qui connaissent la loyauté et la gratitude pourront l'ouvrir. Je la garde dans le lieu le plus sûr qui soit, le calme de ma propre poitrine.